Le mal incarné. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire pénitentiaire, gardienne de prison ou directrice exécutive, comme vous l'avez entendu, dans un État avec un nombre relativement élevé de condamnés à mort. Cependant, en réalité, peu d'exécutions sont réalisées. Je travaillais pour un grand comté, mais maintenant je travaille pour une agence différente. Ce comté a été mon premier emploi commun il y a des années, et auparavant, j'avais travaillé dans la vente au détail et le service à la clientèle tout en étudiant la justice pénale. J'étais donc très inexpérimenté. J'étais très libéral. Je suis toujours libéral sur de nombreux points, mais ce travail change votre perspective sur la plupart des gens. Une chose en laquelle je croyais fermement était que personne ne pouvait être vraiment maléfique. Cette prison de comté en particulier est l'une des plus anciennes du pays, donc certaines parties ont un design totalement linéaire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un long couloir avec des cellules de chaque côté, et les gardiens doivent marcher de long en large pour superviser les détenus. Comme vous pouvez l'imaginer, ces designs linéaires ne sont plus à la mode parce que vous ne pouvez pas voir toutes les cellules en même temps, mais tous les détenus peuvent vous voir. Je dois dire que des unités comme celle-ci sont également extrêmement effrayantes. Je vais appeler ce couloir les condominiums. En réalité, nous ne les appelons pas ainsi, mais je ne souhaite pas partager le terme exact qui est maintenant spécifique à cette prison. Il y a plus de 10 ans, un quadruple homicide par poignardage a eu lieu non loin d'où j'ai grandi. Le meurtrier, Michaels, l'a décrit comme une boucherie et a tué son ex-petite amie, sa famille et son voisin parce qu'il est venu en entendant les cris. Lorsque la police a trouvé Michaels couvert de sang et lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit que c'était évident. « Je viens de tuer tout le monde ». Le policier a dit qu'il semblait complètement impassible quand il l'a dit. À ce moment-là, je n'étais directrice exécutive que depuis environ 4 mois et nos installations l'ont reçu en attente de procès. Ce n'était évidemment pas notre premier ni notre seul détenu, mais la nature du crime par poignardage indique une personnalité plus dangereuse qu'un tir, et son manque de remords était horrible. Il était considéré comme un détenu volatile, donc nous l'avons placé dans une cellule d'observation au milieu des condominiums où un compagnon pouvait toujours le surveiller. Il restait debout à sa porte en verre en silence la plupart de la journée, observant tout le monde. Je jure qu'il ne parlait que lorsqu'il avait des visites. En fait, il avait une liste complète de visiteurs de ces grandes filles gothiques qui entraient et juraient être amoureuses de lui. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais son ex était une grande fille et il dessinait souvent des grandes femmes parce que, pour le noter, il était mince et blanc avec des cheveux bruns. Un jour, je travaillais comme officier de service public, essentiellement un flotteur qui remplace les personnes pendant les pauses et aide si nécessaire. Dans cette prison, les officiers de service public avaient aussi beaucoup de temps libre et faisaient des blagues. Je traînais à une extrémité des condominiums où on pouvait regarder en bas et voir une grande partie de la prison, parlant à un autre officier de service. Comme on dit qu'il n'y a pas de secret en prison, j'étais également consciente qu'il y avait des points dans toute la prison où on pouvait très bien entendre les voisins, ce genre de choses. Dans les cellules, nous étions assez calmes. De plus, nous étions à environ 50 mètres de la cellule d'observation de Michael. Vous devez également imaginer qu'il serait difficile de se tenir dans la cellule d'observation et de presser votre visage contre le verre pour voir les personnes debout à un angle droit très loin de vous. Je racontais une histoire drôle à l'autre officier sur mon week-end, ce que je ne ferais pas aujourd'hui dans une unité correctionnelle, mais nous ne parlions pas non plus de quelque chose de trop personnel. C'était une longue histoire impliquant mon fiancé à l'époque. J'ai terminé de parler avec le collègue parce que je devais aller à une porte pour remplacer un autre officier pour le déjeuner et je devais passer par la cellule de Michael. Je n'aimais pas passer par là parce qu'il restait là et vous regardait fixement. À l'époque, je n'étais pas très bonne pour cacher mon nervosité. Il avait toujours la tête légèrement inclinée vers le bas pour que vous puissiez voir le blanc sous l'iris de ses yeux. Encore une fois, il ne disait qu'un mot, mais aujourd'hui c'était différent. J'ai fait un pas de plus devant sa porte et je l'ai entendu dire « EDC » dans un murmure à peine audible. Je ne savais même pas qu'il connaissait mon nom. Oui, nos noms de famille sont sur nos uniformes, mais je n'étais jamais son officier principal et nous n'avions jamais interagi. Cela m'a prise par surprise. Alors, au lieu de l'ignorer, je me suis arrêté net et suis retourné vers la porte. Il a pointé sa bouche et je me suis penché pour écouter. Ses yeux semblaient si sombres que je me suis senti hypnotisé.
Et il a commencé à réciter mot pour mot l'histoire que je venais de raconter à voix basse à l'autre officier à la porte au bout des condominiums, moins de 2 minutes plus tôt, imitant même le son de ma voix en la transformant en un chuchotement subtil. Cela a semblé durer une éternité. J'ai senti que nous étions les deux seuls là-bas. Il n'y avait pas 22 mm de verre pour me protéger, juste une femme de 1,65 m et un meurtrier. Je me souviens avoir pensé pour la première fois à un autre être humain. C'est maléfique et irréparable. Finalement, j'ai dit « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» Il a commencé à rire hystériquement et je suis parti. D'autres détenus m'avaient agressé, m'avaient jeté de l'urine dans les yeux. Les gens jouent constamment à des jeux mentaux avec moi. J'ai également rencontré de très bons lecteurs sur les lèvres. Mais ceci était autre chose. Je travaille maintenant dans une institution de haute sécurité où je m'occupe de tous les violeurs, meurtriers et pédophiles. Je ne sais pas comment vous faire comprendre que c'était la seule fois dans ma vie où j'ai senti en moi que je traitais avec quelque chose qui n'était pas humain. Michael, c'est maintenant dans une autre institution, il est dans le couloir de la mort. Il refuse de faire appel. Il a clairement dit à la presse que cette décision n'était pas par remords. Il n'en a aucun, il ne se soucie de rien, et la chose la plus logique pour lui est de mourir. Le correspondant. Les principaux événements relatés ici se sont produits il y a plus d'1 an et je me suis éloigné. Je me suis éloigné des lieux où ils se sont produits et par conséquent, je n'y ai pas pensé depuis un certain temps. J'avais même cessé de vivre dans la peur jusqu'à ce qui s'est passé la nuit dernière. Je vis en Louisiane et une des amies proches de ma mère lui a demandé si j'étais disponible pour l'aider dans son travail. Elle est comptable et a travaillé dans plusieurs bureaux. Elle est très gentille, mais socialement très étrange. C'est littéralement tout ce que je savais. J'ai dit que j'en avais assez de travailler dans des cafés et j'ai saisi l'opportunité de travailler pour une amie proche de la famille, qu'elle a appelée peu de temps après. Elle m'a demandé si je pouvais commencer lundi et j'ai dit oui. Elle semblait assez épuisée au téléphone et m'a brièvement expliqué qu'elle avait besoin d'aide pour ajuster les comptes, écrire des lettres et classer des documents, les tâches normales de bureau. Elle m'a donné l'adresse et j'ai conduit jusque-là quelques jours plus tard pour commencer à travailler et j'ai découvert que c'était un immense entrepôt beige dans une ville assez désolée, à une demi-heure de distance, dans une rue complètement vide à part 2 autres entrepôts. L'éclat du soleil réfléchi sur le gravier blanc rendait la vue difficile, mais j'ai remarqué une porte en verre donnant sur la rue. J'ai marché jusqu'à là et j'ai frappé à la porte en verre. Un homme d'environ 40 ans s'est immédiatement approché et m'a salué avec un sourire joyeux et sauvage. Je lui ai dit qui je venais voir et quelqu'un derrière lui est immédiatement flanqué par 2 autres hommes. Et les 3 me scannaient méticuleusement avec des regards fous et excités dans leurs yeux que je n'avais jamais vus auparavant. L'un d'eux dit « Tu dois aller à l'autre porte, chérie » et pointe le bar de la piscine de mon côté de la porte. Une chaîne épaisse ferme la porte. J'ai également remarqué qu'un écran en métal robuste couvre la porte de leur côté. C'est assez étrange, mais c'est la Louisiane. Alors, j'ai marché vers les autres portes et je suis entré. Les gardes de sécurité me scannaient derrière un bureau enfermé dans du plexiglas, les hommes étant fouillés. Quelques instants plus tard, je suis dans le bureau de ma nouvelle employeuse qui m'explique que c'est une prison privatisée. Je suis surprise qu'elle n'ait pas pensé à mentionner à une jeune femme qu'elle travaillerait dans une prison, mais en réalité, la chance de voir le système pénitentiaire de ce côté-ci, et particulièrement une prison privatisée, m'a tellement marqué que je n'ai pas pu refuser une telle opportunité unique. Alors, je suis resté là. La disposition du lieu par lequel nous sommes entrés, le bureau de sécurité jusqu'à la porte droite à sa gauche qui mène à mon bureau, sera importante à savoir plus tard. Seule ma patronne, une autre personne et moi sommes dans ce bureau. Continuez dans ce couloir et il s'ouvre sur une grande salle remplie de commissariats, de quelques autres bureaux et de dortoirs improvisés abritant les 300 détenus. Il y a un couloir à droite à mi-chemin vers la grande salle. Pour entrer dans ce couloir, vous devez passer par 2 portes lourdes qui se referment immédiatement. Dans ce couloir se trouve la seule salle de bain pour le personnel. Ainsi, en tant que femme, pour pouvoir utiliser la salle de bain, je dois entrer dans la grande salle pour que tous les détenus puissent me regarder et ouvrir cette porte ridicule. J'espère qu'il n'y a personne de l'autre côté parce que les seules personnes qui y sont généralement sont les détenus. L'équipe de sécurité est célèbre pour son incompétence, comme vous venez de l'apprendre. Et je cours vers là-bas,
Je ferme la porte fragile de la salle de bain qui peut littéralement être ouverte avec un ongle. Pour cette raison, je ne mangeais ni ne buvais rien. Pour cette raison, j'étais épuisé et en même temps terrifié tous les jours là-bas. Pourquoi rester? Vous vous demandez sans doute. Comme je l'ai dit, ma patronne était très gentille. Elle et lui se sont attachés à moi comme le ferait un parent. Ils essayaient souvent de s'assurer que j'étais heureuse en m'apportant le déjeuner tous les jours, mais nous étions tous les deux des personnes très conservatrices. Et si je lui disais que je me sentais en insécurité, j'avais l'impression que cela le mettrait en colère contre lui-même. C'est un sentiment étrange qui semble fou maintenant que je l'ai verbalisé, mais que puis-je faire? Quoi qu'il en soit, sachant que je parle allemand, et dans une tentative de m'amuser, je suppose que ma patronne m'a demandé si je voulais un correspondant allemand. Trouver quelqu'un qui parle allemand à Royal, en Louisiane, est assez difficile. Alors, j'ai dit oui. Elle a dit qu'elle l'inviterait à déjeuner à midi. Un homme noir âgé et obèse, avec un sourire gentil, s'est approché de la porte, m'a salué en allemand et m'a remis une note qu'il avait écrite me demandant d'être son correspondant. Il explique qu'il a appris l'allemand lorsqu'il était en poste là-bas. Nous avons continué à parler en allemand puis avons changé pour l'anglais lorsqu'il a dit « Puis-je t'écrire ?» J'ai regardé ma patronne pour tout signe de la manière de répondre à cela, parce qu'il est clairement un détenu, et ma patronne sourit et hoche la tête de manière encourageante. Alors j'ai dit « D'accord ». Une semaine plus tard, je suis au travail et j'ai commis l'erreur de devoir uriner une fois pendant un quart de 8 heures. Alors, je me dirige vers la salle de bain, j'ouvre cette porte lourde, je passe de l'autre côté et je vois mon correspondant juste devant la porte de la salle de bain pendant que la porte en acier se ferme avec un bruit pas très différent de celui du toit d'une crypte. Il demande si j'ai reçu sa lettre. Quand j'ai dit non, je me sens un peu mal à l'aise parce qu'il m'a coincé ici. De retour, je lui dis « Eh bien, à plus tard » et je me précipite dans la salle de bain. Le lendemain, c'est mon jour de congé et j'avais prévu de rencontrer un ami. En me dirigeant vers la sortie, j'ai remarqué quelques lettres pour moi. C'était autour de mon anniversaire, alors je les ai prises et décidé de les lire en attendant que mon ami notoirement en retard arrive au café. 2 étaient des amis et des membres de la famille, mais une était écrite dans une écriture inhabituelle que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai ouvert l'enveloppe et trouvé 3 pages de papier usé d'un manuel universitaire plié. J'ai lu la première phrase avec incrédulité. J'ai lu la phrase suivante en tremblant et en pleurant sous le soleil. Il avait découvert où je vivais. J'ai couru vers ma voiture et commencé à conduire sans destination. J'étais terrifié. Mon ami m'a appelé quelques minutes plus tard et m'a demandé où j'étais. Je suis retourné au café et lui ai montré la lettre. Je ne l'ai jamais relue et honnêtement, je ne souhaite pas y revenir. Une nuit effrayante en prison. Laissez-moi commencer en disant que je suis une agente correctionnelle. Je suis une femme et je mesure environ 1,60 m. J'ai travaillé dans une grande prison de comté pendant 13 ans et, au cours de ce temps, j'ai vécu des expériences déchirantes et rencontré des personnes extrêmement effrayantes et violentes. Cependant, parmi toutes les situations étranges que j'ai vécues, il y en a une que je trouve particulièrement inquiétante avec le recul. J'avais 20 ans à l'époque et je venais de terminer ma liberté conditionnelle. J'étais jeune et stupide et je n'avais pas l'expérience nécessaire pour comprendre vraiment à quel point mon travail était dangereux. À cette époque, je travaillais de nuit, de 10h30 du soir à 7h du matin, enfermé dans une pièce avec des dizaines de détenus et rien d'autre qu'une radio portable pour me protéger. Le module auquel j'étais affecté abritait 72 détenus. La loi de l'État stipule qu'un agent doit être présent pour 48 détenus, mais en réalité, nous avons 2 groupes côte à côte avec 72 détenus chacun. Un agent est affecté à chaque groupe et un 3e agent est censé flotter d'un côté à l'autre entre les 2 unités d'habitation. Ce 3e agent est presque jamais présent jusqu'à l'heure du déjeuner. Inévitablement, il est affecté à un autre groupe ou à une tâche au hasard dans l'établissement, escortant les détenus, supervisant les fiduciaires, etc. On pourrait supposer que les prisons sont divisées par type de criminels, c'est-à-dire que les délinquants mineurs sont séparés des délinquants majeurs, mais cela n'est vrai qu'après qu'une personne a été jugée et condamnée. La plupart des personnes en prison de comté attendent encore leur procès, donc elles sont toutes mélangées. Le type avec des amendes de stationnement impayées pourrait être le compagnon de cellule d'un meurtrier. On ne sait jamais vraiment avec qui on traite jusqu'à ceux qu'on les recherche. Pour décrire l'environnement du module, il ressemble beaucoup à un dortoir universitaire. Il y a une grande salle centrale avec 2 niveaux de chambres individuelles autour du périmètre.
Il y a un escalier de chaque côté du module menant au deuxième niveau. Juste à côté d'un escalier se trouve l'aire de douche et de toilette, comme nous l'appelons. C'est une configuration de supervision directe des détenus, de sorte que l'agent est enfermé dans la capsule avec les détenus. En théorie, votre capsule sœur à côté devrait vous surveiller. Autour de 4 heures du matin, le jour où cette histoire s'est produite, j'étais affecté à un étage qui abritait des détenus masculins et féminins dans les installations. Mon agent de relève, Smith, était en mission ailleurs, alors j'étais seul. À minuit, j'ai dit à tous les détenus de se coucher et de se disperser dans leurs cellules respectives. Quand la salle centrale a semblé vide, je me suis levé pour faire une ronde de sécurité. J'ai vérifié toutes les portes et me suis assuré qu'elles étaient sécurisées. Je savais que j'avais environ 4 heures devant moi. Je marchais sans faire attention, concentré uniquement sur les portes que je vérifiais. Je me suis approché de l'escalier et ai commencé à descendre. Quand mon pied a touché la première marche, j'ai entendu un fort coup à la porte du module. Boum, boum, boum. Sur le coup, j'ai sursauté et regardé par-dessus la passerelle vers la porte. L'agent Smith se tenait là et faisait des gestes dramatiques vers le bas de l'escalier. Je l'ai entendu crier, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. À ce moment-là, j'ai vu quelqu'un sortir en courant de derrière l'escalier, nu, et traverser la salle centrale. Apparemment, un grand détenu musclé s'était caché derrière le rideau de la douche pendant que je faisais mes rondes, avait glissé et m'avait attendu sous les escaliers, probablement pour me tendre une embuscade. J'ai interprété cela comme une blague et il ne m'a rien fait. J'étais saine et sauve, mais terrifié. Jusqu'à ce jour, je surveille de près les escaliers quand je fais mes rondes. Peut-être qu'il ne faisait que me faire peur, mais je ne le saurais jamais. Si l'agent Smith n'était pas revenu juste à temps, on ne sait pas ce qui aurait pu m'arriver. Le correspondant effrayant. Je participe à un programme pour les personnes en rétablissement de maladies mentales, similaire à une thérapie de groupe. Il y a une femme qui y va et qui a un frère. Un jour en prison, elle m'en a parlé en passant et m'a dit qu'il cherchait quelqu'un à qui écrire parce qu'il se sentait seul et m'a demandé si je voulais bien. J'ai dit que je ne me sentais pas à l'aise avec cette idée et elle a abandonné. Quelques semaines plus tard, elle est revenue vers moi avec 5 ou 6 lettres de ce garçon. J'ai décidé de les lire, mais j'ai attendu d'être chez moi. La lettre disait qu'elle lui avait tout raconté sur moi et qu'il voulait être avec moi quand il sortirait. Il a commencé à dire qu'il était amoureux de moi et qu'il voulait être le nouveau papa de mon fils. C'était tellement effrayant que j'allais tout publier ici, mais j'avais tellement peur que je les lui ai rendus. Je pense que j'en ai une quelque part. Elle disait que je devrais aller le voir en prison et que je devrais lui envoyer une photo de moi pour qu'il puisse la montrer à ses amis. Je n'avais jamais vu cet homme, jamais rencontré. Je les lui ai rendus et lui ai dit que je me sentais très mal à l'aise. Elle a dit qu'elle lui dirait que je n'étais pas intéressé. C'était il y a des mois. Il y a quelques jours, elle m'a apporté une autre lettre de lui. Elle a dit qu'elle l'avait relue et que ce n'était pas effrayant. Alors je me suis senti mieux. Mais quand je l'ai lu, il disait encore qu'il était désespérément amoureux de moi, qu'il pensait à moi tous les jours, qu'il était le père de mon fils et qu'il me demandait même d'être sa petite amie. En réalité, j'ai un peu peur de ce type et je ne veux pas qu'il soit près de moi ni de mon fils. Le prisonnier manipulateur. Dans les années 60, mon père travaillait comme gardien dans une prison près de Miami. Récemment, il m'a décrit son expérience la plus mémorable. Il dit qu'il y avait un prisonnier qui ressemblait beaucoup à un jeune Hannibal Lecter. Il était très calme, mais très menaçant, toujours calme quoi qu'il arrive. Mais il y avait quelque chose de menaçant en lui. Un jour, le jeune Lecter a réussi à déclencher une émeute dans son bloc de cellules, simplement en motivant les autres prisonniers à un état de frénésie dans lequel ils ne participaient pas. Pendant l'émeute, il a fait en sorte que tous les autres prisonniers commencent une bagarre dans sa cellule. Mon père et d'autres gardiens ont été appelés au bloc de cellules pour les calmer. Il raconte que lorsqu'il est arrivé, tous les prisonniers criaient et se jetaient contre les murs de leurs cellules, lançant des insultes aux gardiens. C'est-à-dire tous les prisonniers sauf Lecter. Il était le seul silencieux dans tout le bloc. Mon père s'est approché pour fermer sa cellule et ce type se tenait près du fond avec les bras croisés, regardant mon père directement dans les yeux et murmurant une séquence aléatoire de chiffres avec un sourire étrange sur son visage. Mon père est resté là, essayant de comprendre ce que signifièrent les chiffres, et a finalement réalisé que le prisonnier récitait le numéro de téléphone de la maison de mon père.
Une fois de plus, la peur s'est emparée de mon père en réalisant que ce prisonnier connaissait des détails aussi personnels sur sa vie. Il n'oubliera jamais la façon dont Hannibal Lecter le regardait avec un calme perturbant qui contrastait avec le chaos qu'il avait déclenché autour de lui. Après ce jour, mon père a demandé à être transféré dans un autre secteur de la prison car il ne pouvait pas supporter l'idée d'être près de quelqu'un d'aussi manipulateur et dangereux. Des années plus tard, après que Lecter ait été transféré dans une installation de haute sécurité, mon père a pris sa retraite du service pénitentiaire. Bien que des décennies aient passé, il se réveille encore parfois avec le souvenir de ses yeux froids et du sourire sinistre de Lecter, murmurant des chiffres dans la pénombre. Cette expérience a laissé une marque indélébile en lui, lui rappelant toujours le pouvoir des mots et des secrets, même derrière les barreaux. L'évasion de la prison abandonnée. J'ai grandi en fréquentant une école privée américaine dans un pays étranger en Europe dont je ne citerai pas le nom. L'école était située au milieu d'une grande colline et plus haut encore se trouvait quelque chose de vraiment spécial, une prison abandonnée. Comme si cela ne suffisait pas à être sinistre, à la lisière de la prison abandonnée se trouvait une vraie prison. Il y avait une sorte de mur séparant la prison réelle de l'abandonnée. En tant qu'adolescents, nous avons décidé de trouver un moyen d'entrer dans la partie abandonnée. Le mur de briques qui formait le périmètre autour de la cour de la prison était fissuré à cause de la décomposition et probablement du vandalisme. Nous avons décidé de finir de le briser et d'explorer un peu. Cela s'est produit sur plusieurs mois et il nous a fallu beaucoup de temps pour rassembler le courage d'entrer finalement en groupe. Nous faisions tous de l'art et avions nos caméras avec nous en tout temps pour prendre des photos. La moitié de mes meilleurs travaux provenaient de cette prison. Mais un jour, un événement s'est produit qui nous a tous fait jurer de ne jamais revenir. Ainsi, les mois ont passé et nous devenions de plus en plus confiants en nous promenant dans la prison. Nous ne nous aventurions jamais trop loin et nous avions toujours peur de nous approcher du mur de la vraie prison parce qu'il y avait toujours des gardes de sécurité qui nous voyaient parfois et parlaient aux garçons qui traînèrent là. Nous étions donc assez à l'aise pour explorer ici et là pendant 2 ans jusqu'à ce qu'une nuit, un ami et moi décidions d'y aller pour prendre des photos de nuit. Nous nous sommes habillés, avons organisé nos affaires et nous sommes retrouvés à l'un des trous d'entrée à minuit. Nous avions des vidéos de nous passant en revue certaines sections de la prison cette nuit-là, mais nous les avons supprimées par peur. Nous ne voulions jamais que quelqu'un sache ce qui s'était passé cette nuit-là, et nous pensions que les vidéos pouvaient être retracées. Il faisait vraiment très sombre dans les profondeurs de la prison, c'est pourquoi nous filmions pour utiliser la lampe de poche de nos iPhones. Cela remonte à un certain temps, et vous ne pouviez pas simplement appuyer sur un bouton pour allumer la lumière, mais vous deviez filmer quelque chose. Notre objectif cette nuit-là était d'aller aussi haut que possible, au moins à 10 étages. Presque tous les escaliers que nous avons trouvés lors de nos explorations quotidiennes étaient scellés. Si nous passions l'après-midi à en briser un, le lendemain, il serait réparé. La prison était immense et avait de nombreux escaliers partout. La plupart des pièces étaient assez grandes. Chaque étage était complètement différent du précédent et il était très difficile de savoir ce qui s'y passait. D'après ce que nous avons pu déduire, c'était une sorte d'usine où les prisonniers étaient forcés de travailler. Nous avons trouvé des pièces complètement remplies de semelles de chaussures. Un autre étage avait un long couloir et chaque pièce était peinte de manière vive avec des motifs différents. Certaines pièces avaient de nombreux matelas empilés les uns sur les autres. Ce que vous obtenez, ce sont des pièces effrayantes avec des choses effrayantes dans chacune. Le nouvel étage que nous explorions était une surprise totale. Chaque fois, il devenait de plus en plus difficile de trouver des moyens de monter plus haut, mais nous avons finalement trouvé une solution, et c'est ce que nous étions venus faire cette nuit-là, atteindre le toit. Comme je l'ai mentionné, la prison était sur une colline, donc la vue serait sûrement fantastique, et nous pensions que la nuit, les gardes de sécurité auraient plus de mal à nous repérer. Nous sommes donc revenus la nuit et avons continué à nous enfoncer de plus en plus dans l'obscurité. Il y avait des bruits étranges tout autour de nous et nous ne pouvions pas dire si nous étions seuls. Nous avons atteint l'escalier désiré et au fur et à mesure que nous montions, il y avait de moins en moins de fenêtres jusqu'à ce que nous nous retrouvions à grimper dans l'obscurité totale. Je tremble en écrivant cela, me souvenant de la terreur pure que j'ai ressentie. Cependant, c'était la seule entrée non sécurisée. Nous avons donc continué à monter et les choses ont commencé à devenir étranges. Les escaliers étaient en zigzag sans rampe, ce qui fait que vous pouviez tomber au milieu.
Pour atteindre l'escalier, vous deviez passer par un long couloir sombre. Une fois que vous atteigniez le bout des escaliers, il n'y avait presque pas de lumière. Bientôt, nous avons commencé à nous rendre compte qu'à la fin de chaque zigzag, il y avait des trous dans le mur. Pour passer par l'un d'eux, vous deviez grimper parce que ce n'était qu'une petite fissure en haut. Nous avons tiré à pile ou face et il a été décidé que je devais passer. J'aurais souhaité ne jamais avoir à le faire. Je prie Dieu de ne jamais avoir à le faire. Je me suis traîné et j'ai sauté dedans, à une boîte comme une cellule sans fenêtre ni rien. Vous ne pouviez pas vous tenir debout. Vous deviez vous allonger ou vous accroupir. J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé de la pornographie collée sur tous les murs de cet endroit, ainsi que des mouchoirs en papier et d'autres choses répugnantes. Il y avait aussi des aiguilles parmi ces choses. Ce n'était pas la pire partie, cependant. La pire partie fut lorsque j'ai regardé un cahier jeté sur le sol. L'écriture était dans une langue étrangère que je pouvais lire et documentait les enregistrements des travailleurs. Il y avait un nom suivi d'1 heure de connexion et de déconnexion. L'entrée la plus récente avait été faite il y a 2 jours. Il y a 2 putains de jours. Je suis sorti de cet espace comme si ma vie en dépendait et j'ai dit à mon ami que nous devions partir. Pendant que j'étais à l'intérieur, mon ami a remarqué qu'il y avait une de ces fentes à chaque niveau et qu'elles étaient numérotées et avaient une étiquette de position. C'étaient des cellules. Nous sommes sortis de là et avons commencé à descendre lorsque j'ai dit à mon ami qu'il était presque 1 heure du matin et que nous devions monter maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous allions à un club après cela, nous étions adolescents, tu sais. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai finalement réussi à le convaincre de monter et d'aller sur le toit, puis de partir. Nous avons grimpé et grimpé jusqu'à ce que nous voyions enfin de la lumière. Ravis, nous avons ouvert la porte sans réfléchir et avons commencé à exprimer notre soulagement et nos cris de joie. Nous sentions que nous avions surmonté le pire et nous nous sommes complètement détendus. Tout allait bien jusqu'à ce que, soudainement, mon ami se fige et me dise « Tais-toi maintenant et va aux escaliers ». En panique, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. L'escalier par lequel nous étions montés avait comme une petite maison au-dessus, si cela a du sens, et il regardait quelque chose du coin de la rue. Puis j'ai entendu une autre voix qui n'était définitivement pas celle de mon ami. Nous étions tous les deux des enfants assez aisés d'éducation américaine, et l'homme parlait une langue étrangère. Heureusement, je pouvais comprendre, mais souvent j'aimais prétendre que je ne comprenais pas juste pour jouer avec les locaux et espionner les gens. J'avais l'habitude de faire semblant de ne pas comprendre un mot, donc lorsque l'homme a dit quelque chose, je suis resté silencieux et j'ai fait un geste pour qu'il se taise. Mon ami me faisait signe d'aller aux escaliers lorsque j'ai entendu l'homme crier « Ne bougez pas !» dans une langue étrangère. Je me suis figé et je ne savais pas quoi faire. 5 hommes sont venus autour de la maison. Quelque chose est apparu devant mes yeux. 2 étaient debout, les autres étaient assis au bord du toit. L'un a poussé et est tombé jusqu'à mourir. Maintenant, ces types avaient l'air sérieux, avec des bras musclés, des pantalons de sport et des bandanas, et principalement des croix gammées sur leurs bras. La prison avait beaucoup de racistes, antisémites, anti-immigrés et en général des personnes opposées à d'autres personnes. Nous ne nous attendions jamais à cela. Bien que l'homme fasse un geste et crie « Viens ici !» Je dis nerveusement en anglais que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que cela aiderait, mais je parle assez bien l'allemand. J'ai supposé qu'en logique, il ferait peut-être moins de mal à 2 Allemands. Heureusement, mon ami était suisse et parlait couramment. L'homme nous crie « Quelle langue parlez-vous » Je réponds « Deutsch ». Mon ami me regarde en panique, désespéré de savoir quelle serait notre prochaine action. Il devrait être allemand, et le groupe rit. J'entends un des hommes dire aux autres dans la langue étrangère qu'ils ont vu les produits. Le chef du gang nous regarde et s'approche. Il faisait très sombre donc je ne pouvais pas voir qu'ils tournaient autour, mais il y avait des sacs noirs à leurs pieds. « Approchez-vous », nous dit-il à tous les 2. L'homme commence à nous poser des questions en anglais. Qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, puis des questions personnelles, nos noms complets, où nous vivons, etc. Les questions visaient clairement à en savoir le plus possible sur nous. Aucun de nous n'avait d'argent, mais nous avions nos téléphones, et nous n'avions aucune idée de ce qu'ils avaient prévu pour nous. Puis l'un des garçons assis se lève et me demande si j'ai vu quelque chose. Je ne réponds pas, tremblant. Puis il s'approche de mon ami et lui pose la même question. Pendant un bref instant, j'ai regardé les sacs et j'ai soudainement souhaité être n'importe où sauf là. Bon sang, je préférais être dans cette cellule plutôt qu'ici. J'aurais aimé ne jamais revenir. Je pense que tu peux deviner ce qu'il y avait dans les sacs. Des armes.
pas seulement un pistolet, mais plusieurs, comme dans des sacs et des sacs d'armes à feu probablement illégales et une petite somme d'argent accumulée. Nous venions de tomber sur un trafic d'armes illégales. Les gars ont alors commencé à discuter entre eux sur ce qu'ils allaient refaire de nous. Ils ne savaient pas que je comprenais chaque mot. L'un d'eux disait en suppliant que nous étions juste des gamins stupides et que, s'ils nous maltraitaient un peu, nous ne dirions rien à personne. Un autre insistait pour nous emmener voir Gustave. Je suis content de ne jamais avoir rencontré Gustave. Pendant ce temps, j'essayais de trouver un plan d'évasion. La vraie prison était visible de là où nous étions. Mais d'ici à ce que les gardes arrivent, nous serions morts. L'escalier d'où nous venions était complètement noir et nous trébucherions probablement en bas et mourrions. Si nous courions, de toute façon, nous finirions morts. Alors j'ai opté pour le plan C. Le monsieur Kabila leur dit que l'un d'entre eux devrait nous accompagner chez nous pour voir où nous vivions réellement et nous menacer si nous en parlions. C'est alors que j'ai eu une meilleure idée. Des toits. Je pourrais descendre en courant les escaliers, mais le complexe pénitentiaire abandonné était énorme et il y avait beaucoup de bâtiments de tailles différentes, tous proches les uns des autres. Nous pouvions sauter de toit en toit et nous échapper de cette manière. Juste quand l'un d'eux commençait à discuter de nous emmener voir Gustave, l'un de leurs téléphones a sonné. J'ai pris cela comme une chance pendant que mon ami criait « Suis-moi !» Avec mon ami, j'ai commencé à descendre par les toits. Je sais que c'est une logique stupide, mais je pensais qu'ils ne nous tireraient jamais dessus près d'une vraie prison. C'était trop risqué. Ce n'était pas trop difficile. Nous avons simplement continué à sauter sur des bâtiments de plus en plus bas jusqu'à ce que nos pieds touchent enfin le sol et que nous commencions à courir sur le terrain. Comme je connaissais assez bien l'endroit, je savais exactement où courir pour échapper à une route principale de l'autre côté de la colline. Soudain, j'ai entendu des hommes crier en arrière-plan et le son de chiens aboyer. La sécurité de la vraie prison avait dû nous voir courir et est venue voir qui était là. Je leur ai crié dans la langue étrangère qu'il y avait des hommes et qu'ils avaient des armes. Il semblait qu'ils savaient déjà que nous n'étions pas la préoccupation principale, puisqu'ils couraient dans la direction d'où nous venions et non où nous allions. Nous n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous atteignions le centre-ville et nous ne sommes jamais retournés à la prison. Nous n'avons jamais rien signalé de ce qui s'était passé et nous n'avons pas fait de suivi pour savoir qui étaient les hommes qui trafiquaient des armes illégales. Ces choses étaient courantes là où nous vivions, mais nous n'avons jamais pensé tomber sur un trafic illégal d'armes de l'armée. Inutile de dire que nous n'y sommes pas retournés pendant des mois. Et penser que ce toit aurait pu être la dernière chose que j'aurais vue, ou l'appartement de Gustave.